y associer les représentants du personnel. Identifier les problèmes, entretien individuel, entretien d'équipe, représentants du personnel, enquête de climat. Je ne vous ai pas envoyé ici, mais sinon il y a des questionnaires qu'on fait passer pour que les gens puissent répondre à ça. Je vais voir si j'en trouve là, je vais confectionner, je vais vous envoyer aussi. C'est très important. Bon, moi, ça me permet, il y a un questionnaire qui te permet de voir le niveau, enfin, l'esprit d'équipe, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a cela. Les gars répondent, hein, tout ça, mais après, bon, ça, vous avez le résultat vous montre bien, ok, quels sont les points forts, les points faibles, tout ça. C'est important, c'est important, ça. Analyser les causes et proposer les solutions. Suivre les actions mises en place et l'évolution des indicateurs. Les objectifs de mon tableau de bord, le suivi du climat. Pourquoi est-ce que je souhaite suivre l'évolution du climat? Ça, posez-vous la question. C'est une réflexion en commun, en groupe, je dirais. Il faut, au niveau de son équipe, au niveau de la direction, puis bon, au niveau des représentants. Et ce qui est encore intéressant, c'est de pouvoir, c'est de permettre, enfin, de demander même à tous les directeurs, parce qu'ils sont ou chefs de département, ils sont aussi les responsables des ressources humaines. Hein. Voilà. Donc, essayer de participer, à leur sein, au sein de leur équipe, essayer de recueillir l'avis des uns et des autres sur les thématiques qui seront distribuées aux uns aux autres, et après ça, faire une synthèse. Vous savez, nous, on avait eu une époque, là, on avait changé de PDG. Et puis, bon, la crise, on s'enfonçait dedans, tout ça, et les performances n'étaient pas ça. Et quand on a changé de PDG, bon, il était venu avec de nouvelles idées, tout ça, etc. Bon, il m'a plu, on a discuté, on a essayé de confectionner, on est parti jusqu'à même à comprendre un peu les cultures des différents groupes ethniques, tout ça, etc. Et comment extraire les forces et les faiblesses pour constituer quelque chose. Ça a été passionnant. Bon. Là, je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été vraiment bon travail. Et puis après ça, on s'est mis ensemble avec ce qu'on appelait les cadres moyens et puis les cadres de la direction, quoi. Et les cadres débutants aussi. Donc on s'est retrouvés à Bassam, tout ça, mais on a dit il n'y a pas de tabou. Hein. Il fallait qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Hein. Bon, ouais, tout passait. Ça dit, voilà, ça dit, non, c'est que les gars disaient, comme on le dit, souvent les gars parlaient mal. Hein. Bon, la direction, tout ça, etc. Bon, mais bien, le jeune Hollandais dit, c'est la perception. Vous ne pouvez rien faire contre la perception. On est là où on est. Prenons ça et puis voyons comment on peut faire pour changer cette perception. Parce que la perception qu'ils ont n'est pas peut-être probablement la motivation que toi tu as. Parce que toi tu peux penser et faire du bien à quelqu'un en essayant d'être un peu plus rigoureux, discipliné, mais lui il dit ça ne l'arrange pas. C'est une perception. Ouais, ça arrive souvent. Et tu es désolé, totalement défait quand tu apprends ça. Non. L'Hollandais dit non, prends la distance. C'est une perception. Donc comment tu as fait pour changer cette perception? C'est ce que nous devons faire. Voilà. Et ça, c'est avec... Bon, il était plus jeune que moi, mais bon, je pense qu'il a rajeuni aussi notre façon de penser, parce que on pouvait être dans le réactif, quoi, quand tu entendais tout ça. Oui. En fait, c'était totalement... Des actes, on te rappelle des actes, mais tu étais très loin de ce qu'ils te disent.
Bon, mais bon. Parce que on a. Malheureusement aussi, en Afrique ici, ceux qui disent tout aussi, quand vous allez sortir, les gens sont à l'œil. Hein. Mais. J'étais jeune à ça. Tout ça comme ça, mais mon DG, on devait avoir une promotion. C'était une dame. Elle dit, chacun, tout le monde dit du bien de lui, c'est un bon technicien, mais j'attends encore de voir, parce qu'il paraît que ces réactions-là, parce que pendant les réunions, quand moi il prend la parole là, non, j'allais, mais bon, je manquais un peu de sagesse. Oui, c'est ma position actuelle. Oui. Ma position actuelle, je pense que oui, il y a une maturité. Ouais. Voilà, il y a une maturité. Parce que je disais les choses, souvent ça gênait le directeur. Quand ce qui n'a. Je dis, mais comment on pourrait traiter les ouvriers de cette façon? Ou bien, comment. Bon, enfin, oui ou non? Je mettais le doigt, peut-être, il aurait fallu que lui, je me taise et qu'après, je viens le voir. Voilà. Ça. Je me taise et le voir. Mais le fait que je dis devant tous les autres, ça le frustre. Oui, parce que tu vois, tu n'as pas eu la formation, l'intelligence émotionnelle. Exactement. Donc, c'est la vérité, tout le monde est content. Quand je parle, les gens applaudissent. Mais tu détruis l'image de. Et après, il a dit non, Chaka, c'est un bon travailleur, mais on attend encore de voir un peu sa maturité. Vous savez. Est-ce qu'on peut le nommer comme directeur du complexe? Parce qu'il va reporter les travailleurs par cette dire. Tu as vu? Là, les gens trouvent que mais plus tard, tu as compris. J'ai compris. Ouais. Toutes les métiers qui sont bonnes à dire. Vous savez, c'est notre formation, notre diplôme qui nous fait rentrer dans l'entreprise. Ce qui nous fait évoluer dans l'entreprise, c'est notre intelligence émotionnelle. C'est notre émotionnel. Voilà, qui souvent est enrobé par ce qu'on appelle le leadership ou le truc machin. C'est notre intelligence émotionnelle. C'est ce que je viens de faire une formation aux gens de Cargill, là, enfin à la direction des ressources humaines. Je me suis concentré sur la direction des ressources humaines. Mais elle a mis ma note sous le coude. Le PDG m'avait nommé, le DRH m'avait proposé comme directeur d'un complexe. Elle dit non, il faut que j'attende un peu d'abord. Tout le monde savait que j'étais nommé. D'ailleurs, je m'appelle dit, tu es déjà parti à San Pedro, non? Félicitations. Tu vois que tu es le directeur de San Pedro qui est parti, non? Je dis pas ça. Elle dit non, mais ta note est faite. Oh, elle dit non, les écoles ne vont pas bien, il paraît qu'il est un peu nerveux. Il réagit devant les travailleurs, tout ça. Donc, j'attends de voir parce que San Pedro, c'est un complexe. J'attends de voir. Et ma note est restée longtemps. Bon, je dis bon, je m'en fous. Après, maintenant, elle a sorti ça. Mais ma femme voyait San Pedro, elle m'envoyait des mots. Oh, d'abord, c'était un complexe modeste. Voilà, quoi. Bon, donc ça vous dit que effectivement. Non, c'est tout simplement l'intelligence. Tout le monde le connaissait. Oui, non. Dans ce terrain, non. Mais je disais que non, c'est le c'est le problème du leadership. Parce que ça. Il y a. Le tableau là, c'est compliqué. Oh, un peu plus. Sinon, il y a les 3 S. Savoir faire. Savoir être, voilà. J'espère pouvoir écrire bien dans ce sens-là. Être, et puis les savoirs. Les savoirs, voilà. C'est ce qu'on rentre avec l'école. Et ces 3 S-là,
Ces 3 S nourrissent le leadership. Mais à la fin, c'est celui-là qui est vraiment la composante la plus élevée. Voilà. Et donc, non, c'est normal. Hein. Tu étais probablement un bon manager transactionnel. Avec les opérations, les trucs, le contrôle, tout ça, etc. Tu étais très bien. Voilà. Oh, il fallait, à un moment donné, évoluer vers le management, le manager transformationnel. Gérer les hommes, gérer l'équipe, fédérer les enthousiasmes. Il faut surveiller l'image des uns et des autres. Les gens, comme je l'ai dit, il faut recadrer en privé, et puis célébrer. Donc, quand vous avez quelque chose à dire, tout ça, en fonction en privé, parce que les gens sont très keen de leur image. Non, mais écoute, c'est normal, hein. Quand je dis toujours que Houphouët a été le meilleur des présidents de sa promotion, enfin de son époque, quoi. Parmi les pairs, il avait une très grande intelligence émotionnelle. Regarde ses relations, comment il a géré avec les Occidentaux. Les gars l'ont aidé. Aujourd'hui, notre développement, on lui doit ça. Parce que tous les plans, l'agriculture qui avait été fait, plan palmier, plan les bananes, tout ça, c'était pour la Guinée. C'était pour la Guinée. Non, mais les Français avaient préparé tout ça pour la Guinée. Oui, exactement. Oui. Pour la Guinée, ils avaient préparé. C'était là parce que la Guinée, au point de vue agriculture, c'est la même chose, mais encore mieux encore. Après moi, ok, vous êtes resté avec votre banane Conakry. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Banane dessert, tout ça. Peut-être on n'allait pas. Soit on allait avoir comme concurrent la Guinée en termes de palmiers à huile, tout ça, mais les premières grandes plantations, modèle qui aujourd'hui est copié en Asie, c'est en Côte d'Ivoire. On a eu la plus grande plantation avec des villages, tout ça. Tu es dans le domaine, dans le monde. Et on a eu toutes les spéculations ici. Mais il fallait attendre combien? Toi, c'est que tu étais ou pas? Il fallait juste attendre le temps que la guerre finisse, que le temps que les choses se stabilisent, c'est ce que De Gaulle a dit. Mais devant, pour montrer, et moi, je ne sais pas, hein, quand je vois des intellectuels ou ces petites égarés là des réseaux sociaux, magnifier ces personnes. Hein. Regardez la même chose que le gars qui a fait Sankara, il a fait au Burkina. Si Sankara était resté, le Burkina est devenu un petit village. Ça allait être un petit village. Ok. Ça allait être un petit village. Aujourd'hui, malheureusement, à leurs difficultés, ils ont retardé un peu, mais quand je suis allé là-bas, j'ai vu, j'ai dit, ben, ils ont été sur une bonne voie. Blaise, bon, aurait pu mieux négocier son départ que comme ça. Bon, là, on aurait continué tout ça, ce développement aurait continué. C'est l'intelligence émotionnelle. Lumumba, même chose. Ozaï, c'est l'intelligence émotionnelle qui a manqué. Aujourd'hui, ce sont les peuples qui s'ouvrent. C'est très important. Quels sont les divers acteurs? Les divers acteurs, il y a le rôle de l'encadrement, l'implication des représentants du personnel, réflexion en commun. Chaque fois, mettre ensemble et partager.
partager avec eux. Il faut voir derrière chaque homme l'ego. Quand l'homme sent qu'il est mis là où lui-même il estime, parce que c'est le soi. Le soi, c'est quoi? C'est cet ensemble de perceptions de nous-mêmes, de ce que nous voulons être, de ce que nous sommes, de ce comment on veut que les autres nous perçoivent, tout ça, etc. C'est vraiment très important, c'est tout ça qui constitue. Donc, c'est ça, l'échange permet de mettre tout le monde au centre de la solution, je dirais. Pas du problème, mais de la solution. L'échange permet de mettre... Non. Salut. Bien. Indicateur du climat suivi dans le temps. Bon, quel indicateur socio-quantitatif, quel indicateur socio-qualitatif? Ça, encore, réflexion en commun pour pouvoir décider. Élaborer un plan d'action de suivi du climat en 4 étapes. Valider l'évolution dans le temps des indicateurs de climat social choisis. Parce qu'une fois que c'est choisi, toutes les parties prenantes peuvent suivre, on fait un point. Savoir, ah, ici, ça descend, qu'est-ce qu'il y a? On peut traiter en termes de problème. L'indicateur, c'est comme le thermomètre. Voilà. Quand la température monte, on dit, ah, ça a de la fièvre. Maintenant, notre diagnostic va nous permettre de savoir si c'est le palu, ou c'est la typhoïde, ou c'est autre chose. Voilà. Communiquer avec l'encadrement, représentant du personnel et tous les salariés. Proposer et mettre en œuvre les solutions d'amélioration. Mesurer l'atteinte des objectifs fixés. Voilà. Donc en fait, la démarche se trouve là résumée. Donc une fois qu'on a diagnostiqué, bien sûr, on va identification de la mission. Donc apporter la clarté des objectifs, pour l'avoir, valeur de contribution, reconnaissance, support du management, liberté d'expression, défis dans le travail, compréhension de la stratégie, intensité du travail, pression du temps, attitude au travail, productivité. L'impact, c'est clair. Le volume des ventes, ça va être le résultat. Voilà. Ici, c'est ce qu'il faut. Il faut. Ce sont les leviers. Et là, si ces leviers-là sont bien gérés, on aura pour résultat, bien sûr, on va avoir un impact sur le volume des ventes, le travail administratif, l'efficacité métier, qualité produit et savoir-faire. Parce que une motivation, une implication. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même curieux. Parce qu'on va voir rapidement la gestion de la performance. Vous savez, tout se lie. C'est pour cela que vous allez comprendre, quand vous aurez le temps, vous allez prendre tout ça, vous allez lire tout ça. Tout se lie. Tout se lie. C'est pour ça que les ressources humaines, c'est clé. On ne peut pas le sous-traiter dans une entreprise. On ne peut pas le sous-traiter. C'est le cœur même, quoi. C'est le moteur de la croissance. C'est le moteur de la croissance de toute entreprise. Les entreprises qui réussissent, regardez bien. J'ai une bonne gestion des ressources humaines. Bien, vous savez,
j'entendais parler souvent de choses de... Oh ouais. RSE, bon. La responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, ça reprend. Mais ça va être la chose du 21e siècle. Bon. Il y a, comme on en parle tellement, vous pouvez avoir, c'est à provision hein, pour avoir des informations là-dessus, tout ça, etc. Ici, l'objectif n'est pas de... Je pense que c'est le problème quand il y a tout ça, quand il y a la mode, des trucs comme ça, bon, il faut voir comprendre les principes de base. La RSE, c'est notre avenir, c'est clair. C'est notre avenir parce que la façon dont on a exploité notre terre, nos biens, nos richesses, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. À un moment donné, il fallait trouver une autre vision, une sorte de paradigme, un nouveau paradigme, voilà, paradigme. Ouais. Comment? Ah. Parce que, écoutez, on se rend, comme je le disais tantôt, voici venu le temps du monde fini. À l'époque, quand on parle de la Chine, le monde était infini à l'époque. On parle de ça, c'est loin, tout ça, tu t'imagines pas, le monde était grand, je rêvais d'être grand. Bon, aujourd'hui, tu sors de ton feu à peine, tout est là. Tu sais ce qui se passe en Chine. Voilà venu le temps du monde fini. Ce n'est plus infini pour toi, le monde. Il est fini. Il n'y a plus d'infini qui nous donne ce sentiment de lointain. C'est loin. On ne peut pas imaginer. On peut savoir. Mais ça, aujourd'hui, vous avez là. Voici venu le temps du monde fini. Le monde se tient dans un petit triangle pour toi. Non. Donc, en fait, tout est limité. Notre vie, le temps de vie, est tel que nous croyons dans cette période de vie-là que les choses sont permanentes. Il y a des choses qui changent. Mais le changement, le rythme de leur changement est tel que le mouvement comparé à notre vie, on verra que ça n'a pas bougé. On verra que on croit que ça n'a pas bougé et on se dit que ça ne bouge pas. Mais ça change, ça bouge. Ça bouge. Aujourd'hui, ça s'accélère. Le niveau de température de la Terre, les ressources qui commencent à se raréfier, les écosystèmes qui s'appauvrissent. Et nous-mêmes, notre vie commence à devenir un peu bizarre. Nous vivons dans des villes où on n'est même plus sûr de la qualité de l'air qu'on respire. Chacun sait que c'est pas bon, mais chacun se lève le matin, lui seul jusqu'au soir, le nombre de carbone, de gaz carbonique qu'il dégage. Parce que moi, je vais aller tout de suite à Bassa, mais regarde, le gaz carbonique que je vais dégager pour pouvoir arriver. Mais quand j'y arrive, je suis content. Je suis dans un aquarium. Je salue l'aquarium, je suis content. Le gaz, là, c'est resté à du fou jusqu'à chose. Voilà. Donc, il faut repenser le monde. C'est important. Donc, je me suis dit qu'on ne peut pas faire ça, faire cette formation-là, sans que vous ayez un œil là-dessus. Donc, aujourd'hui, avec tout ça, vous êtes complet. Il n'y a pas un sujet dans votre domaine pour lequel vous ne serez pas informé ou dépassé. Non. Vous allez comprendre la nécessité. Et votre rôle même l'oblige. Le sommet, qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE? Pourquoi faire la RSE? Qu'est-ce que la RSE implique pour l'entreprise? Ça d'abord. Le développement durable défend un processus. Le développement économique
qui tient compte des équilibres écologiques fondamentaux et apporte sur le plan social à tous les peuples un niveau de bien-être satisfaisant. Bien. Ça, tout le monde sait. Ça est là, c'est pas original. La satisfaction des besoins futurs dépend de la capacité de l'entreprise, de l'État. Parce que nous, on parle entreprise, mais aujourd'hui, ça s'applique à... Voilà. Des consommateurs et des diverses parties prenantes à concilier aujourd'hui besoins économiques, environnementaux et sociaux. Et regardez ça, c'est le coton. Il y a beaucoup d'autres matériaux qui peuvent aller chercher tout ça, aux choses, aux haïs. Regarde, des gens tirent des milliards dedans. Tu vois, hein? Et ceux qui sont au bord là, qui donnent ces milliards, ils sont. Quand tu vois les conditions de vie, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Regarde le cacao ici. Regarde le travail que les gars font. Tout ça. Eux, ils vont vendre pour eux. Si on leur a donné à 1000 francs, c'est beaucoup. Mais une plaquette comme ça, chocolat, c'est 2000. Mais, enfin, dites-moi, ce n'est même pas 1 kilo. C'est à peine 70 ou 50. Mais, non, oui. Ça dit, moi qui prends tout ce bien-là, je fais quoi avec? Ma vie, c'est, si, bien pas, c'est 75 ans. Ok. Je compromets la vie de milliers de morts. Non, c'est ça, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des gens, quand tu vois toute la journée, tout ça, ils ont si on compare, on fait une sorte de comparaison. Comme ça, je veux dire pendant qu'eux sont en train de transporter 1000 tonnes de nourriture dans le ventre, de leur maison à leur boulot pour revenir, tout ça, il y en a même qui n'ont même pas 1 gramme de nourriture dans leur ventre. Ce n'est pas notre bonheur ne va pas résider sur le fait que sur le quantitatif. C'est pas possible. Parce que pourquoi, si on est créé de la même façon, pourquoi moi je vais avoir le droit d'avoir 1000 tonnes de nourriture à transporter et l'autre même pas 1 gramme? J'exagère un peu. Même pas 1 gramme. Pourquoi? C'est que quelque part il y a une perversion. Il y a des équilibres. Ça, qu'on le veuille ou non, ce sont des équilibres. Moi, je n'ai même pas de... franchement, un homme sainement constitué doit être sensible à ça. Regardez les paysans. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui sont milliardaires. Quand ils sont encore généreux, ils reversent encore dans le système. Mais quand tu vois ce qu'ils en font, parce que le problème pour eux, c'est que il y a une petite... Rien ne doit les contrarier. Ils doivent avoir tout, enfin, ils sont à l'aise. Et puis maintenant, que les autres... Enfin, on est plus... Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, on est où là? Ça, j'aime bien ça, pour ça. Voilà. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société et à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Un équilibre qu'elle va construire avec l'aide de ses parties prenantes, c'est-à-dire ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires ou ses acteurs du territoire.
je ne vais pas, parce que j'ai mis mon argent là, tout ça, etc., permettre à une entreprise de polluer, de tuer. On a vu ici, en Inde, par exemple, on parle l'histoire des vredis, tout ça, etc., déverser des produits dans tout ça, les gens sont nés mal formés, tout ça, etc. Bon, les gens sont morts, tout ça. Bon, eux, ils ont eu pendant ce temps, les actionnaires ont eu des milliards dans ça, tout ça. Voilà. C'est ça même qu'on peut... Là, je dis c'est méchant, même. Sinon, le reste, ce que font les hommes ordinaires, c'est rien, ça. Mais la cupidité a des conséquences vraiment monstrueuses. Ouais, oui, c'est pas possible. La RSE est une nouvelle grille de lecture qui va permettre à l'entreprise de mieux répondre aux défis auxquels confronter, entre parenthèses, climat, approvisionnement, demande, transparence. Ça va très loin, on va voir, et aux attentes de ces parties prenantes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces sujets. C'est aussi une nouvelle vision de son rôle et de sa responsabilité dans la société. Voici quelques raisons et arguments clés pour faire de la RSE. La pression exercée par les parties prenantes, autres que les actionnaires, vous comprenez, et même à travers les investisseurs socialement responsables, s'est accentuée et l'entreprise qui refuse d'y répondre perd en image et en attractivité. Pour le moment, ici, ce n'est pas encore très bien, mais en Europe, vous voyez des gens qui vont aller, quand ils vont au supermarché, ils vont voir les produits, tout ça, un tel, ok, produit, je ne prends pas parce que la société n'est pas ceci, cela, tout ça, etc. Bon, on a un marché mature, quoi. Mais, à un moment donné, ça va arriver ici. Moi, quand je vois je vais dans un magasin, le chocolat qui est fabriqué ici, tout ça, je l'achète. Ouais. Oui, c'est ça. Déjà, parce que déjà, je me dis, hein, au moins, ça a moins voyagé. Celui que il voyage, c'est le carbone encore. Pour inciter les gens à venir déposer au moins quelques usines ici, pour nous permettre d'augmenter notre capacité de transport. Le cacao est là, tout ça, il est de le faire voyager là-bas. C'est le carbone encore, c'est la pollution, c'est ce que tu sais. Et puis après, ça va me revenir ici encore. Aujourd'hui, il y a des gens en Europe, ils regardent. Ils voient le compte carbone du produit. Bon, je sais. Et puis, on ne se colle même plus aux saisons. Avant, on sait qu'il y a une période pour les mangues. Une période pour les oranges. Mais il y a des gens qui veulent manger maintenant des mangues toute l'année. Bon, attends. C'est que quelque part, on est en train de contrarier la nature. Et à un moment donné, ça va réagir. La prise en compte de la RSE a des retombées positives qui peuvent être évaluées et faire des actions mener des investisseurs rentables dans la durée, et faire des actions, voilà exactement, qui peut être évaluées et faire donner, je crois que c'est en fait actions mener des investissements. Ah oui, d'accord. Et faire des actions, mener des investissements rentables, voilà, dans la durée. Oui. Les fonds investis en valeurs socialement responsables ont des comportements boursiers très satisfaisants. Mais ça, c'est toujours un marché mature. Tout ça, bon, c'est en bourse, tout ça, etc. Mais il faut qu'on aille plus loin au-delà du problème de la bourse, tout ça, etc. Commençons à regarder, déjà regardons vers les pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes tous embarqués à réduire notre compte carbone. Mais vous avez, l'autre côté, ils ont passé ce qui a fait leur puissance, tout ça. Aujourd'hui, dis donc, il ne faut pas imiter ce modèle-là. Voilà. Vous faites autre chose. Mais d'accord, mais aidez-nous à le faire. Aidez-nous. Bon, et encore, il y a une comptabilité du compte carbone qui est un peu bizarre.
Bon, vous dites, ah, si nous on finance ce que vous faites pour réduire le taux de carbone, nous on comptabilise ça chez nous. C'est chez nous que ça se fait. Vous nous aidez jusqu'au bout. Mais vous n'allez pas vous aider à travers nous. Ouais. La RSE, dans le contexte actuel, devient pour les dirigeants non seulement une exigence éthique, mais aussi un enjeu vital pour le développement et la survie de l'entreprise. Quand une entreprise s'engage dans une démarche RSE, cela implique qu'elle prenne des mesures concrètes qui permettent de répondre aux enjeux particuliers de son secteur d'activité. Quelques cas. Une cimenterie privilégiera des actions de réduction et de ses émissions de gaz à effet de serre. Bon. Regardez un peu quand vous passez auprès de la cimenterie, tout ça, etc. Moi, à l'époque, au port, là, même aujourd'hui, là, c'est compliqué. Hein? Imaginez-vous tous ceux qui habitent à Trècheville dans ce coin-là. Il y a des particules fines hein, qui respirent. Hein? Et regardez sur tous ceux qui sont dans des appartements sur le boulevard, les grands boulevards où passent les voitures. Ceux-là, ils n'ont pas de qualité de vie. Hein? Ça, ce sont des réalités. On a cité cet exemple-là, mais bon, c'est plus visible, mais il y a des choses qui nous paraissent invisibles, qui nous tuent plus que les visibles. Hein. Une entreprise ayant beaucoup d'activités dans des pays à faible régulation privilégiera la lutte contre la corruption. C'est clair. La lutte contre la corruption, c'est parce qu'il y a, il y a un qui, c'est la situation la plus, je dirais, cocasse en Afrique. Nous sommes les plus pauvres, mais c'est là que nous avons plus de corrompus. Beaucoup de corrompus. Notre société est vraiment corrompue parce que on voit des fortunes. Quand on regarde certaines fortunes, en Europe encore, tu vois des fortunes qui viennent de loin. Ce sont des familles riches qui ont travaillé peut-être à l'époque. Bon, cela, ok, c'était pas correct, mais au fur et à mesure, dans le temps quand même, bon, ils ont su fructifier et dans un contexte qui est plus régulé que le nôtre. Bon. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait un pouvoir de décision dans une administration qui va chercher à monnaie. Il y a des gens, parce qu'ils ont occupé des positions, ils pensent que cela fait valeur. Quand on voit que les fonds de souveraineté de certains organismes, de certaines institutions, tout ça, etc., sont utilisés à des fins personnelles. Attends, on est où là? C'est pas possible. Les pays qui nous donnent l'argent, ils ne font pas ça. Il y a un président français, dont je ne citerai pas le nom, enfin, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, tout ça, etc. C'est lui. Quand il a fini tout ça, c'est un ami qui lui a passé l'appartement dans lequel il a vécu. Oui. Ah, exactement. Exactement. Il y a des gens qui disent qu'ils ont droit, parce qu'ils ont été premiers ministres, tout ça, etc., de s'approprier un bien de l'État sous prétexte que vous leur en donner. C'est inimaginable. Il faut qu'on se réveille sur ces choses-là que de se réveiller sur les histoires de X contre Y. Nous, il faut qu'on se réveille là-dessus, quel que soit le camp. Quel que soit le camp. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Vous imaginez des milliards de nos francs, c'est nos impôts. Non, ce n'est pas possible.
C'est pas possible. On a travaillé pendant toute notre vie. On peut même pas. Toi, tu peux te louer un avion. Tu peux prendre un avion privé. Tu peux louer un avion privé. Enfin. Mais, écoutez, on est allé en business parce qu'on était de société, directeur et tout ça, mais quand la crise a commencé, quand on a commencé à avoir des problèmes, on a arrêté, nous tous on passe en éco, tout ça, etc. Enfin. Non, mais c'est clair. Et malheureusement, souvent, le peuple prête aussi le flanc. Parce qu'il faut séparer bien les choses. Ok, c'est pas la politique, ça n'a rien à voir. Mais, ok, dès l'instant que tu as pris l'argent du contribuable là, ça là, quel que soit le camp où tu peux être, ce n'est pas acceptable. Je suis un contribuable. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas avoir ma confiance pour ça. Non, c'est comme ça qu'on peut commencer à faire le vrai changement. Ce n'est pas possible. Au nord, il y a des gens qui, pour 12 000 euros, simplement dans les frais, où on dit ça servir à acheter cigares, le type a perdu son poste. Ici, ce sont des milliards. Donc, voilà, quand on regarde, vous voyez, ce n'est qu'équitable que quand l'économie et la société ont un point commun. Pourquoi ça? Lisons ce qui est mis dedans. Satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité intergénérationnelle. Créer des richesses, améliorer les conditions de vie matérielle, le partage. Voici ce qu'il y a à satisfaire. Voici ce qui peut satisfaire ça. Si ces deux-là sont ensemble, on arrive à une sorte d'équité. On revient, on tombe dans une société qui est apaisée. On ne tombe pas dans le communisme. Parce que le communisme, ça n'a pas apporté ça. Ça n'a pas apporté l'équité. Maintenant, dans tous les cas, ça donne la direction de la viabilité. Quand tu crées des richesses et qu'en même temps aussi tu préserves la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques, tu trouves un équilibre. Donc, cette activité peut être viable. S'il n'y a pas de recouvrement là, toi tu utilises tout ça sur les richesses naturelles, ça va s'épuiser. Donc ça va s'arrêter un jour. Ça s'arrête un jour. Ici aussi, si la société n'a pas, ça c'est clair, on disparaît tout ça. On voit déjà les inondations, les trucs, tout ça, etc. Donc, c'est une question de vie. Maintenant, pour que ça puisse durer, parce que la viabilité, c'est un équilibre. Pendant combien de temps on pourra tenir cet équilibre? Équitable aussi, c'est aussi un équilibre. Voilà, c'est aussi un équilibre. L'idéal, il faut que ça dure. Puisqu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura une économie, tout ça. Il faut que ces trois choses-là
hein, se recouvre pour que ça dure. Donc, ici, il y a le recouvrement de l'économie, il y a le recouvrement de la société, le recouvrement de l'environnement dur. Donc, le développement durable, c'est ça. C'est qu'on puisse utiliser nos ressources telles qu'elles puissent avoir le temps de se régénérer. Tu vois. Et en même temps aussi que nous soyons dans une société qui respecte son environnement, hein, qui respecte son environnement et qui partage au mieux la valeur ajoutée produite par la société. Voilà. Si maintenant, tous les gros discours, si vous ne les avez pas entendus, vous savez de quoi ça parle. Comme le dirait Woody Allen, il dit, on lui demande s'il a lu Guerre et paix de Tolstoï, parce que ce sont des volumes. Hein. Il dit, oui, j'ai lu, l'histoire se passe en URSS. Voilà. Donc, c'est une histoire des équilibres. C'est le bon sens. Hein. C'est du bon sens. Parce que quand tu commences à produire, ce sont les ressources que tu utilises. Vous faites la banane, vous faites chose, c'est la nature. Vous utilisez, c'est la terre, vous épuisez, tout ça. Bon, si vous le faites en ne vous préoccupant pas de la terre, de l'environnement, tout ça, votre activité à un moment donné va s'arrêter. C'est la plus viable. Ça va s'arrêter. Et si vous produisez aussi des valeurs, tout ça, que vous ne faites pas la bonne distribution, que vous ne prenez pas vos responsabilités sociales, à un moment donné aussi, ça va poser problème. Donc il faut que vous soyez équitable. Quand vous avez eu la viabilité, il faut que vous recherchez l'équité. Bon, c'est bien beau, mais c'est encore des équilibres métastables. Maintenant, pour que cela puisse durer, il faudra que les trois éléments se recouvrent. Donc, je fais quelque chose et les Indiens l'ont bien magnifié, hein, mais bon, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais ils ont trois dieux, trois principes. Shiva, Vishnu et Brahman. Shiva, c'est le destructeur. Vishnu, c'est le conservateur. Brahman, c'est le créateur. Tout ce que tu fais, tu passes par ces trois principes-là. Pour faire cette table, si cette table en bois, tu abats un arbre. Donc tu détruis un arbre. Tu vas préparer les planches. Tu vas préparer cette table-là. Les planches. Donc Vishnu, tu vas préparer, les mettre en forme pour conserver ces planches-là. Et à partir de ces planches-là, Brahman va créer la table. Donc, exactement. C'est le principe créateur. Voilà. La table, c'est lui qui va... Parce que la table n'existe pas sans l'arbre, sans les planches. Et il faut travailler les planches de telle sorte que ça puisse se conserver. Donc Vishnu qui fait ça, c'est le conservateur de la matière. Et Brahman qui assemble tout ça pour créer une forme, ce qu'on appelle la table. La création, en fait, dans l'absolu, ce n'est que de la forme. C'est donner une forme de matériau. On ne fait que donner des formes aux énergies. C'est notre créativité qui nous permet de créer la forme. Sinon, on ne crée rien. On ne fait que des formes à partir de la matière. Mais après, ok, et c'est le cycle.
Après, Shiva détruit tout. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Après, Shiva détruit tout. Et le cycle. Ils ont un principe, un truc qu'on appelle la danse de Shiva, et c'est ça. Parce que Shiva lui-même ne change pas, mais à chaque posture de danse, c'est une nouvelle position. Voilà. Moi, je suis le danseur. Quand je fais ça, avant de faire une autre posture, il faut que je détruise cette posture-là. Mais moi-même, je ne suis pas détruit. Je suis permanent. Mais je ne fais que prendre des différentes formes. L'énergie est là, prend des différentes formes. Donc, on voit un schéma qui illustre le concept de développement durable et le RSE. Il montre qu'une économie stable et un environnement sain ne sont pas des idéaux contradictoires et devraient plutôt être traités comme des objectifs complémentaires qui pourraient effectivement être réalisés dans le paradigme de la durabilité au XXIe siècle. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Même ce soir, partout dans tout ce qu'on fait, tout ça, bon, moi, je me pose beaucoup de questions. Bon, j'ai souvent un peu ce débat avec mes filles, tout ça, etc. Mais bon, je me dis, bon, c'est chose. On va, la télévision, bon, moi j'ai une télévision, ça va faire maintenant 10 ans, c'est Sony. Bon, je peux toujours l'utiliser. J'ai une boîte canal qui permet de, même si c'est pas numérique, de l'utiliser. Bon. Pour le moment, ça fonctionne. Je ne vais pas le changer. Sur beaucoup d'autres choses, bon, j'ai des meubles que j'utilise, que j'ai sur des fauteuils, qui d'ailleurs même sont plus solides que celles qu'on a chez ici, tout ça, etc. Bon, ça fait, ça fait 15 ans au moins que ça est là. J'ai des tables qui ont 20 ans, j'ai des tables qui ont 40 ans, tout ça. Bon, c'est la table, hein, bon. Bon, maintenant, qu'il soit poli, blanchi, ou tout ça, etc. L'essentiel, il faut qu'il soit fonctionnel. Voilà. Donc, il faut commencer, parce que on s'entoure trop d'objets, c'est ce que je dis, on s'entoure beaucoup d'objets. Et là-bas, il y en a qui ont beaucoup qui ont pris cette conscience-là. Tu vas trouver, moi je trouvais mon directeur technique qui avait des fauteuils de son grand-père, bien entretenu, ça dans son salon. Mais nous ici, tu verras que bon, dès l'instant qu'on peut avoir les moyens, tu vois le fauteuil qu'on va aller chercher, tout ça, etc. Ça ne va pas durer, mais c'est nouveau, c'est neuf. Donc, je crois qu'il faut qu'on commence à être raisonnable dans ce qu'on consomme, quoi. On va pas rester là comme des... on perd notre valeur de citoyen pour être simplement de simples consommateurs. Consommateurs en tout. De la bêtise des autres, de n'importe quoi, tout ça, etc. On pense par procuration, tout ça, nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on dit, tout ça? Mener cette réflexion-là, on vit plus en profondeur, quoi. Parce que vivre, essayer d'allonger le temps, c'est à la surface, hein. C'est en profondeur qu'on a plus de possibilités. Il faut qu'on se remette en cause parce que on risque d'être possédé par nos propres possessions. Et c'est l'histoire des créatures du golem. À un moment donné, ils ont créé des apprentis sorciers, ils ont créé ils ont fait des créatures, tout ça, qui sont devenus maintenant
vivants, dès qu'ils les ont possédés et détruits. Voilà. Ce que nous avons fait aujourd'hui commence à nous détruire. Vous regardez la pollution, le plastique, ça s'incruste maintenant aux arbres. Les poissons, à un moment donné, quelque part même les gens disent, bon, il faut moins consommer de poissons pendant l'année, parce que le poisson récupère beaucoup de polluants et peut vivre avec, et puis nous le transmettre. Parce que si nous on le mange, on prend. Donc dans la chaîne alimentaire, on commence à polluer la chaîne alimentaire. Le bilan. On est arrivé au bilan. Voilà, c'est bon. On est à la fin. Le bilan social, c'est quoi? Que doit contenir le bilan social de votre entreprise? Définition objective du bilan social. Conseil pour réaliser un bilan social. Le bilan social représente la mémoire de l'entreprise. Un bilan social est à considérer comme un état des lieux de la situation sociale des salariés de votre entreprise. Contrairement au bilan comptable, indiquant l'équilibre entre l'actif et le passif, le bilan social renvoie à une situation instantanée de votre personnel. Donc, Bertie, c'est clair? Avec ça, vous serez servi votre bilan social. Parce qu'il peut commencer, il peut commencer petit, hein. Je pose la question. L'essentiel, c'est de connaître, parce qu'en Europe, c'est une obligation réglementaire. Ici, cela n'est pas, mais ça peut être un bon indicateur, enfin, voilà, pour conduire des changements, tout ça, etc. Et ça permet, voilà, et ça permet en même temps aussi de capter quelques éléments qui peuvent être intéressants pour le climat social. Voilà. Donc tout ça se tient. Vous devez l'établir sous forme d'un document unique contenant des données chiffrées relatives à vos employés. Ces derniers vous permettront de connaître la situation de l'entreprise sur le plan social, les réalisations effectuées dans le domaine social, apprécier les changements réalisés lors de l'exercice écoulé. Ce journal interne vous permettra de retracer la vie de votre entreprise et son historique social. Donc, si c'est fait périodiquement, vous pouvez voir l'évolution, l'effectif, l'évolution des salaires, l'évolution de la masse, l'évolution des conditions, tout ça, etc., etc., etc. Ce document comporte 7 chapitres, dont le premier est consacré à l'emploi. Ce chapitre contient de nombreuses informations regroupées en 8 rubriques. Effectif. Dans les recherches, en fait, le contenu même du bilan social, vous savez, comme c'est fait, comme là-bas c'est réglementaire, il y a un contenu réglementaire. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas d'ajouter certains indicateurs, tout ça, mais il y a des éléments réglementaires qui sont exigés par la loi. Parce qu'en France, je crois que c'est en 1977 qu'ils ont institué ça, ils ont imposé. Bon, là-bas, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu, hein, le comité d'entreprise, ici, on dira, c'est les représentants du personnel, tout ça. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément, enfin, peut-être pour le moment, dans les médias, ce n'est pas votre préoccupation, mais ici, nous avons la responsabilité de vous faire savoir ça. Pour que plus tard, s'il y a quelque chose, vous y allez.
Pour le faire pour la première fois, c'est pas... il ne faut pas se le cacher, il y a des spécialistes, il y a des consultants, vous pouvez vous faire aider par un consultant la première fois, et puis après, avec le système le système informatique, tout ça, si bien sûr vous avez un système d'informatique RH, on peut le faire. Donc, il y a 8 rubriques. On a d'accord l'effectif, les travailleurs extérieurs, bon, quelquefois, bon, ben ça, mais il peut exister, ça peut ne pas exister chez vous. Bon. Embauche, départ, promotion, chômage, handicapé, absentéisme. Il existe de nombreuses modalités de décompte de l'effectif de l'entreprise, c'est-à-dire du nombre de salariés employés selon les objectifs retenus. Donc, ça, légalement, il faut on voit ça. L'absentéisme, bon, les handicapés, chômage, c'est-à-dire qu'en fait, les mises, on dirait ici, les mises en chômage technique, les trucs comme ça, tout ça, il faut que ça retrace tous ces événements-là. Les promotions, les départs, les embauches, bon, le travail extérieur, si ça existe, c'est souvent dans certaines sociétés, ça n'existe pas. Bon, et les effectifs. Nous, les expatriés qui viennent ici, s'ils sont quelque part là-bas, ils sont considérés comme travailleurs extérieurs. Donc, ils seront pris en compte. Il est donc nécessaire de compléter le terme effectif d'un ou de plusieurs qualitatifs permettant de définir précisément. Donc, on va voir ça. On mesure l'effectif, le nombre d'inscrits, l'effectif inscrit, nombre de salariés inscrits au registre du personnel, le fameux registre. Je crois que l'inspecteur, il continue toujours de réclamer ce registre-là. Permanent, nombre de salariés titulaires d'un CDI à temps plein inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée. Fiscal, nombre de salariés ayant perçu une rémunération au titre de l'exercice dans une entreprise. Payé, effectif inscrit diminué du nombre de salariés non payés. Si ça existe quelque part. Non payés, bon, ils peuvent... Je suis sûr qu'ils sont payés quelque part d'autre, mais pas vous, parce que j'imagine, je vois mal des gens qui ne sont pas payés. C'est dans ce sens-là. Payés au travail, hein? Oui. Mmh. Oui, je crois qu'on les prend en compte. Hein. Si tu les prends en compte, parce que, en fait, comme peut-être là, si vous faites l'histoire du congé payé, où ils ne sont pas présents sur le payroll, ok, les payés ils seront exclus. Voilà, mais dans l'effectif, ils y sont bien sûr, on est tous d'accord. Voilà. Mais effectivement, ici, dans notre façon de gérer, parce que ailleurs, les gars, ils continuent de payer, le type est présent. Il y a dans des sociétés aujourd'hui ils sont présents. À la fin du mois, ils partent, mais la fin du mois, il est payé normalement. C'est-à-dire, il n'y a pas de rupture. Il y a des entreprises qui font ça. Or, nous, c'était clair. Hein, vous prenez votre congé, on vous paye votre mois de congé. Et puis, maintenant, il y en a qui font la moitié, ils reviennent. C'est comme si... oui. Vous donnez l'autre moitié quand? D'accord. Ouais, ça augmente la masse salariale. Ouais. Ouais, indirectement. Donc, vous, par mois, c'est par mois qu'il est payé alors. Donc, il continue d'être viré. Parce que quand il part, le dernier mois, ok, il a son salaire.
Pour congé. Ouais, exactement. Il n'a pas de salaire. D'accord, donc c'est payé. Congé payé, ouais. Oui, pour pouvoir avoir à la fin du mois 15 jours de... Vous ne payez pas. Ah, d'accord. Yeah, ouais, ça peut se... Ouais, je vois ça. Ouais. Ouais. Ouais, donc, ok. Donc, après il compense ça par des congés qu'il prendra sans paye, bien sûr. N'est-ce pas? C'est sans paye. Quand tu partiras. Parce que s'il travaille les 15 jours. Si ça a les 15 jours, il lui reste 15 jours. Oui. Voilà. Quand il va prendre 15 jours après là-bas, c'est qu'il a travaillé 15 jours, ça lui fait les 1 mois. 1 mois. D'accord. D'accord. Ok. Donc, dans tous les cas, c'est un découpage, c'est une petite cuisine interne, mais je pense, pour moi personnellement, que ça pose, dans la pratique, quoi, ça pose quand même pas mal de problèmes parce que on a moins cette tendance-là quand on paye pendant que tu es en congé. Ça dit qu'avant de partir, tu ne prends pas les 2 mois. Ouais, on te paye.